Bien. Bonjour. Voilà, on va terminer l'exercice 7. On avait déjà traité la première question. Quelqu'un peut me rappeler comment on a traité cette question? Qu'est-ce qu'on a utilisé pour la première question ici? Madame, on a C'était un utilisé la encadrement. technique de Taylor. Oui, oui. Euh, alors, alors, juste en voyant le nombre de termes qu'on a, et à votre avis, si la forme du Taylor, à quel ordre? Ça veut dire n, il est égal à quoi ici? Je rappelle la formule de Taylor. Donc, vous avez f de x ou f de b, si vous voulez. Je crois peut-être que ça a été écrit dans le cours, peut-être. Donc, f de b égale f de a plus b moins a f prime de a, d'accord? Plus b moins a au carré f seconde de a sur 2, sur factoriel 2, en fait, qui est 2, etc. Et ça va aller jusqu'à b moins a à la puissance n, la dérivée nème au point a, sur factoriel n, donc tout ça. Et le reste, c'est b moins a à la puissance n plus 1, donc sur factoriel n plus 1. Et la dérivée n plus unième au point c. D'accord? Alors, donc, si vous vous rappelez, je l'avais dit la dernière fois, lorsque on vous demande une valeur approchée ou on vous demande un encadrement, il faut penser à la formule de Taylor. Ou pour l'encadrement, ça peut être juste le théorème des accroissements finis. Parce qu'il faut remarquer que pour n égale quel rang? Pour n égale, pour avoir le théorème des accroissements finis, ici, Madame 1. n égale 1, c'est-à-dire f de b égale f de a plus b moins a f prime de a plus b moins a au carré sur 2 sur factoriel 2, la dérivée seconde au point c. Non, la première, F' seulement. La première, c'est-à-dire n égale 0. D'accord? Pour n égale 0, vous avez f de b égale f de a, d'accord? Parce que là, c'est la dérivée zéroïème. Vous savez que ça c'est juste une notation, que la dérivée zéroïème, enfin c'est pas une dérivée, mais non, c'est juste pour la notation, la dérivée zéroïème c'est la fonction, c'est f, d'accord? Donc c'est pour n égale 0, donc c'est f de a, et puis comme n est égal à 0, ça y est, c'est b moins a plus b moins a sur 1, donc c'est plus b moins a, comme n est égal à 0 ici, f' de c. F de b moins f de a égale b moins a f' de c. C'est le théorème des accroissements finis. Donc, en fait, le théorème des accroissements finis, c'est le cas où n est égal à 0 dans la formule de Taylor. D'accord? Lorsque vous voyez cet encadrement, parce que ici, c'est écrit sous la forme un terme plus un deuxième terme, etc. On ne vous a pas donné entre 1,2 et 1,5 par exemple. D'accord? Mais on vous a donné 10 plus 1 sur 22 et 10 plus 1 sur 20. À votre avis, n est égal à quoi ici? Pour la première. Il y a combien de termes ici? 2. Il y a deux termes. Alors, le premier terme, ça serait f de a. Et le deuxième terme, qu'est-ce que ça va être? B moins 1, F' b de 1. moins a. Donc, le deuxième terme, ça va être le reste, d'accord? Comme vous avez, donc, b moins a est prime de c. C'est-à-dire que pour le premier cas, c'est bien sûr, c'est la formule, c'est aussi une formule la formule de Taylor, mais pour n égale 0, c'est le théorème des accroissements finis. Donc ici, en fait, on a utilisé seulement le théorème des accroissements finis,
puisqu'on avait juste un terme et le reste. D'accord? Un terme et le reste. Le reste, il est compris entre 1 sur 22 et 1 sur 20. D'accord? Donc, la deuxième question, c'était autre chose. C'était pas un encadrement, c'était une valeur rapprochée. Bien sûr, ici, si on veut utiliser soit le terme des accroissements fini, soit la formule de Taylor, il faut, si c'est la formule de Taylor, il faut trouver, qu'est-ce qu'il faut trouver? Dans les cas pratiques, par exemple ici, ln 1,01, et je veux appliquer la formule de Taylor. Qu'est-ce que je dois trouver? La fonction Je est dois trouver la fonction. B, A et N. Exactement. Je dois trouver la fonction, je dois trouver le A, le B, d'accord? Et je dois trouver le N. D'accord? Ici, c'est le reste. Alors, comment je trouve la fonction? Qu'est-ce que je sais? Par exemple, ici, donner une valeur rapprochée de ln 1,01. Qu'est-ce que je vais poser dès le départ? On peut poser ln de 1, x ou ln de x. ln de, déjà, ici, je sais que si on demande une valeur rapprochée de ln 1,01, le ln 1,01, c'est ça. C'est le f de b. D'accord? Donc, dès qu'on vous demande une valeur rapprochée de ln 1,01, c'est le ln 1,01, c'est f de b. Donc, c'est à vous de dire, j'ai que, je vais passer alors, c'est à vous de dire que j'ai que f de b. Donc, c'est à vous de dire que f de b est égal à ln 1,01. Donc, voilà ce que je vais prendre pour f de x, et voilà ce que je vais prendre pour b. Et on avait dit que dans ce cas-là, par exemple, il y avait deux possibilités. Soit je prends f de x égale, qu'est-ce que je peux prendre pour f de x? ln de x. Je peux prendre f de x égale ln de x. Et dans ce cas-là, b est égal à quoi? 1,0. 1,01. Alors, maintenant, le 1, qu'est-ce que ça va être? 1. Ça va être un réel proche de B. Ça, c'est la première, d'accord? C'est important. Proche de B et tel que je peux calculer facilement f de A, f' de A, f seconde de A. Parce que proche de B, je peux prendre 1,012, par exemple. Il est encore plus proche, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ln 1,012? Le problème restera le même. D'accord? Donc, je vais prendre un élément pour A. Donc, je vais prendre A proche de B, tel que je peux calculer f de A et les dérivés aussi. Donc, je prends A égale 1, par exemple. D'accord? Donc, voilà, j'ai trouvé F, j'ai trouvé B, j'ai trouvé A. Maintenant, comment je vais trouver N? Comment je vais trouver N? Le N ici. Madame, dit à la puissance moins 6. Ils ont dit une erreur de Oui, dit à la alors, puissance 6. effectivement, le N, il dépend de l'erreur. Donc, dès que vous voyez ici 10 moins 6, c'est ça ce qui va vous donner le N. C'est d'accord? Donc, lorsqu'on vous dit de donner une valeur rapprochée, 2, alors le terme qu'on vous donne, c'est f de b, et l'erreur, elle va être donnée, c'est elle qui va donner en fait le N. Mais l'erreur dans l'écriture de Taylor, qu'est-ce que c'est? C'est le reste, madame. Oui, et le reste, c'est quoi ici? C'est quoi le reste dans cette formule? C'est ça. Oui. C'est ça le reste, qu'on appelle le reste. C'est ça aussi l'erreur. D'accord? Bon, l'erreur, on peut, généralement, on la donne en valeur absolue.
c'est égal, mais bon, l'erreur, généralement, on la donne positive, donc c'est la valeur absolue du reste. D'accord? Donc, c'est ça le reste. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le B-A, il est égal à quoi? Il est égal à 0,01, c'est-à-dire il est égal à 10 moins 2, puisque je vais avoir 10 moins 6. 10 moins 6, c'est 10 moins 2 au cube. Donc, je vais prendre n plus 1 égale 3. De là, j'ai n égale 2, et puis je vérifie après. Bien sûr, il faut vérifier après. Ça, c'est juste approximatif pour trouver le n. C'est clair jusque-là? Donc, la formule de Taylor, elle permet d'avoir des encadrements. Ça, c'est le premier encadrement, mais pour n égale 0 qui donne le théorème des accroissements finis. Ça peut donner aussi une valeur rapprochée. Et jusqu'à présent, on a travaillé avec la formule de Taylor-Lagrange. D'accord? C'est-à-dire avec reste dérivé. Après, vous allez voir, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez vu, l'autre reste avec epsilon ou avec petit o? Non, madame, il existe dans le cours, mais on n'a pas fait le cours avec. Vous ne l'avez pas encore vu. Vous allez le voir justement aujourd'hui. Parce que vous avez la séance aujourd'hui. C'est Oui, bien ça. madame, à 2 heures, je Donc, pense. vous allez le voir aujourd'hui. Bien. Alors, maintenant, oui, puisqu'on a parlé d'aujourd'hui, je préfère vous le dire maintenant, parce que apparemment, peut-être jeudi prochain, c'est férié, c'est ça? C'est ce qu'on m'a dit? Ben, il faut s'assurer. Si jeudi prochain, c'est férié, donc on laissera passer la semaine prochaine, le jeudi, donc vous n'aurez pas de séance, mais la semaine d'après, je vous ferai une séance de rattrapage. Ça serait une bonne chose de me dire quelles sont les, les matinées ou les après-midi, parce que là, la semaine d'après, ça serait plus le mois de Ramadan. Quelles sont les matinées ou les après-midi que vous avez de libre? Comme ça, je vous fais le rattrapage de la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, j'aurais bien aimé vous faire le rattrapage avant. Mais le problème, c'est qu'il faut que le cours avance. Mais sinon, je devrais faire avant. Donc, j'attends que le cours avance. Je crois que lui, le prof du cours, c'est ce qu'il m'a dit. Il va vous faire justement un rattrapage, je ne sais pas, lundi ou mardi. Il vous le dira cet après-midi. Donc, moi, je peux vous prendre, je vous donne au moins mes horaires, moi. Je peux vous prendre le mardi, soit matin, soit après-midi. C'est bon? Mardi matin et mardi après-midi? Vous n'avez pas de séance de live? Le lundi matin, on a une séance WhatsApp d'algèbre 3. Comment? Le mardi matin, on a une séance d'algèbre 3. Mardi matin, vous avez une séance d'algèbre 3. Donc, je peux vous prendre le mardi après-midi? Oui. Donc, si vous n'avez pas d'objection, je vous ferai donc le rattrapage de la semaine prochaine, puisque comme on a un nombre calculé de séances, donc on ne peut pas se permettre de dire on a des vacances, donc je ne fais pas de rattrapage. Non, il faut absolument que je le fasse. D'ailleurs, le prof du cours aussi il va le faire. Donc, je vous ferai le mardi, je vais vous l'écrire dans Moodle. Donc, le mardi après les Eid. D'accord? Donc, par exemple, le mardi, on prendra par exemple 15 heures. Inch'Allah. C'est bon? Bien, ça c'était juste entre parenthèses puisqu'on a parlé justement de la séance, ça m'a rappelé. Bien, alors maintenant, on va traiter la troisième question de l'exercice 7. C'est, on nous demande, en utilisant la formule de Taylor, donc je vous ai donné l'indication, montrer que quel que soit x supérieur ou égal à 0, alors il faudrait que je l'écrive. 1 moins x sur 3 plus 2 sur 9 x carré moins 14 sur 81 x cube 1 sur racine cubique de 1 plus x inférieur à 1 moins x sur 3 plus 2 sur 9 x au carré. Bien.
Donc, c'est un encadrement. Et en plus, on vous dit la formule de Taylor. Mais même si on ne vous a pas donné la formule de Taylor, ça, c'est un indicateur, un encadrement pensé. Ça peut être même, d'ailleurs, dans le devoir, je vous ai donné un exercice où il n'y a pas un encadrement, il y a juste une inégalité. Ça peut être Une juste seule une égalité. inégalité, on a besoin juste d'un côté. D'accord? C'est possible. Ou on utilise justement la formule de Taylor. Alors, donc, ce qu'on nous demande de montrer, c'est ça. 1 moins x sur 3, pour x, quel que soit x positif. 1 moins x sur 3 plus 2 sur 9 x au carré, moins 14 sur 81 x au cube, inférieur à 1 sur racine cubique de 1 plus x, inférieur à 1 moins x sur 3 plus 2 sur 9 x au carré. Alors, c'est pareil, on veut utiliser la formule de Taylor. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Madame, la fonction Il BA, faut trouver la fonction f de x, qu'est-ce que c'est? Il faut trouver le b, le a, pardon, le a et le n. D'accord? Alors, on va commencer petit à petit. Alors, f de x, qu'est-ce que ça va être? Quelle est la fonction avec laquelle on va utiliser la formule de Taylor? Pour quelle fonction on va utiliser la formule de Taylor? Alors, je reprends ici. 1 sur racine au cube de x. Ben oui, regardez. L'encadrement qu'on avait tout à l'heure, qu'on avait eu la dernière fois avec racine de 101. Le f de b, c'était la racine de 101. D'accord? Avec, donc, on a pris f de, qu'est-ce que c'est f de x, qu'est-ce que c'est le b? Alors ici, peut-être c'est ça ce qui vous a gêné, c'est que vous avez f de x. Donc là, vous avez 1 sur, c'est ça, 1 sur racine cubique, puisque ça dépend de x. Alors le b, qu'est-ce que ça va être? Plus de place. Qu'est-ce qu'on va prendre pour b? 1 plus x. 1 plus x. Ben, si je prends b égale 1 plus x, ça veut dire que f de b, qu'est-ce que ça va être? Ça va être 1 sur racine cubique de 1 plus, et b, c'est 1 plus x. Donc plus 1 plus x. C'est-à-dire, on a 2 plus x. Or ici, j'ai racine. Qu'est-ce que je vais prendre pour b? X. On va prendre x. Moi, On va prendre b égale x. Qu'est-ce que je vais prendre pour a? zéro. Oui. Alors ici, tout à l'heure, je vous avais dit, rappelez-vous, je vous avais dit que pour le choix de A, je prends A proche de B tel que je peux calculer. Ça, c'est pour le calcul de valeur approchée. D'accord? C'est le calcul de valeur approchée. Et ici, c'est seulement un A tel que je peux calculer f de A, f prime de A, f seconde de A, juste à calculer les dérivés. Ce n'est pas obligé que ce soit proche. D'accord? Pour la valeur approchée, il faudrait que je puisse calculer f de A, f prime de A, et il faudrait aussi que A soit proche de B pour la valeur approchée. D'accord? Mais pour l'encadrement, on n'a pas besoin que ce soit. Donc, en fait, on va prendre A égale 0 parce que c'est là où c'est facile d'avoir f de 0, f prime de 0, f seconde de 0, etc. Bien, alors, donc, on a déjà f de... Donc, je reprends que là, normalement, c'est ça f de b. Pour reprendre, c'est ça le f de b. D'accord?
lorsque j'ai à trouver soit une valeur approchée, soit un encadrement, pour la valeur approchée de, par exemple, ln 1,01, c'est ça f de b. Lorsque j'ai un encadrement, c'est ça f de b. D'accord? De là, je conclus qu'est-ce que c'est f de x, qu'est-ce que c'est la fonction, et qu'est-ce que c'est b. Donc, par exemple, je prends f de x égale 1 sur racine cubique de 1 plus x. Et je prends b égale x. Bien sûr, ce n'est pas la seule possibilité. Je pouvais prendre f de x égale 1 sur racine cubique de x. Et dans ce cas-là, b égale 1 plus x. Pour la personne qui a dit 1 plus x, si je prends f de x égale 1 sur racine cubique de x, oui. D'accord? Donc, il n'y a pas une seule possibilité. L'essentiel, c'est que lorsque je fais f de b, ça me donne ce que j'ai ici. Ça marche? Pour A, pour l'encadrement, je dis un A tel que je peux calculer facilement f de A, f' de A, f seconde de A, toutes les dérivées. Ça marche? Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre pour N, à votre avis, vu cette écriture? Qu'est-ce que je vais prendre pour N? Madame 2, non? En principe, c'est 2. D'accord? Parce que vous avez ce qui correspond à f de A, ce qui correspond à f' de A, ce qui correspond à f seconde de A, et ça, c'est le reste. F de A, f' de K, f seconde de A. En principe, n égale 2. D'accord? Alors, vu ce qu'on a, donc maintenant, on a la fonction le b, le a et le n. C'est-à-dire, je peux écrire la formule de Taylor. Alors, donc, je vais d'abord écrire la formule de Taylor, puisque a égale 0. Enfin, c'est ce qu'on appelle la formule de Maclaurin pour a égale 0. Donc, f de x égale, dites-moi, f de x égale la formule de Taylor? F de B égale F de A. Oui, alors maintenant, la formule de Maclaurin, c'est f de x égale f de 0. C'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, b égale x et a égale 0. Donc, f de x égale f de 0 plus b moins a. Si vous voulez, je vais écrire avec f de b, f de a, puis après. Donc, f de b égale f de a. Bien sûr, ici, la fonction, elle est infiniment dérivable au voisinage, elle est infiniment dérivable pour x strictement positif. Donc, on n'a pas de problème pour utiliser la formule de Taylor. Donc, f de b égale f de a plus b moins a f' de a, d'accord? Plus b moins a au carré, f seconde de a sur 2, plus b moins a à la puissance n, la dérivée n de a sur factoriel n, et puis plus b moins a à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, la dérivée n plus unième au point C, enfin il existe C appartenant à AB tel que, d'accord? Tel que f de b égale. Alors, la formule de Maclaurin, c'est lorsque A est égal à 0, et généralement, on prend B égale X. Donc, on écrit la formule de Maclaurin maintenant. Donc, f b et B égale X et A égale 0. Donc, f de X égale, dites-moi. Donc, f de X égale A égale 0. F de 0. D'accord? Plus X f' de 0. plus X f' de 0. D'accord? Plus Plus X2. X F seconde de 0 sur 2. Bon, le sur 2, soit on l'écrit de ce côté-là, soit de ce côté-là, c'est pareil. Plus xn, la dérivée n en 0 sur factoriel n. Et puis, il y a le reste, qui est plus xn plus 1 sur factoriel n plus 1, la dérivée n plus unième au point C. Et le C, il est compris entre 0 et x. C appartient. Alors, ça peut appartient ou compris entre. On peut l'écrire de deux manières. Donc, C, il est compris entre 0 et x si x est positif, ou si x est négatif, on écrit comme ça. D'accord? Bien. Alors, maintenant, on va écrire la formule pour n égale 2. Donc, on va avoir f de x égale f de 0
plus x f' de 0. D'accord? Là, on voit que dans ce qu'on nous demande de montrer, il y a le i, vous voyez, le f de 0, le x carré, et puis après, enfin, ici, il y a juste le x et le x carré. Donc, ça prouve bien que on va s'arrêter à 2, on ne va pas aller plus loin. Donc, f seconde de 0 sur 2, plus quoi? Plus l'erreur, madame. Oui, l'erreur, c'est X3, F, factoriel 3, la oui, dérivée, 3, troisième, c'est en C. C'est d'accord? Maintenant, la fonction, on la connaît. Je sais que la fonction, c'est 1 sur racine cubique de 1 plus x. Il me faut f de 0. Je le calcule. F de 0 est égal, pour x égale 0, c'est 1. D'accord? Après, il me faut f' de 0. Pour avoir f' de 0, il faut d'abord avoir f' de x. Comment je vais calculer la dérivée? On peut écrire f de x sous forme 1 plus Tout x. à fait, c'est ça. D'abord, on ne va pas laisser le 1 sur racine. C'est beaucoup plus facile de dire que c'est 1 plus x à la puissance. Moins 1 sur 3. 1 sur 3. Voilà. Moins 1 sur 3. D'accord? 1 sur racine cubique, parce que racine cubique, ça veut dire que c'est à la puissance 1 tiers. Et comme c'est au dénominateur, lorsqu'on l'a en numérateur, ça devient moins 1 tiers. Donc maintenant, f de 0, on a dit déjà que c'est égal à 1. Maintenant, f' de x, ça devient plus simple, parce que ça devient u de x à la puissance alpha. D'accord? La dérivée de u de x à la puissance alpha, c'est quoi? Sa dérivée, C'est c'est quoi? alpha, u de x C'est prime, alpha, u de x prime, donc fois u' u de de x, x à la puissance alpha moins 1. et puis u de x à la puissance Alpha moins 1. alpha moins 1. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va écrire ici. 1 plus x à la puissance moins 1 tiers, sa dérivée, c'est alpha, donc c'est moins 1 tiers. Non, je suis désolée, je vais effacer ça. Alors, donc c'est moins 1 tiers, c'est alpha. U', la dérivée de 1 plus x, C'est 1. c'est 1. Et puis, 1 plus x à la puissance alpha moins 1. Donc, moins 1 tiers, moins 1. Donc, moins 1 tiers, moins 1, c'est moins Moins 4 sur 3. moins 4 Tiers. tiers. D'accord? Donc, de là, j'ai f' de 0. F' de 0 est égal Moins 1 sur 3. moins 1 tiers. Maintenant, je vais avoir f seconde de x. Pour avoir f seconde de 0, il faut d'abord avoir f seconde de x. D'accord? C'est important ça. Il faut avoir la dérivée, après on prend x égale 0. Donc maintenant, la même chose. Alpha, donc moins 4 tiers multiplié par moins 1 tiers, ça devient 4 sur 9. 1 plus x à la puissance, moins 4 tiers, moins 1. Moins 4 tiers, moins 1, c'est moins Moins 7 tiers. 7. moins 7 tiers. Donc la dérivée seconde en 0, qu'est-ce que c'est? 4 sur 9. C'est 4 sur 9. Il reste la dérivée troisième au point C. Pardon. Donc, il reste la dérivée troisième au point C. Donc, on va écrire la dérivée troisième au point C. Donc, moins 4 fois 7, c'est 28. Et 9 fois 3, c'est 27. 27. Et vous avez 1 plus x à la puissance moins 7 tiers moins 1. Moins 10 tiers. 11. Moins 10. Parce que moins 7, moins 1, c'est moins 3 sur 3. Moins 7, moins 3, c'est moins 10. D'accord? Bien, donc on a tout. On a f de 0, f' de 0, f seconde de 0 et la dérivée troisième au point C. Ça veut dire que je peux écrire ce que c'est f de x. Et f de x, c'est ce qu'on... C'est l'encadrement, c'est la fonction qu'on va encadrer. D'accord? Donc, lorsque je vais écrire f de x, je vais écrire compris entre ces deux valeurs. Bien. Alors,
ici, un point important aussi, c'est que dans la formule de Taylor, comme on va dire, il existe C, d'accord? Et C, il est compris. Alors ici, X est positif, donc C, il est compris entre 0 et X, tel que. C'est d'accord? Donc, pour bien écrire toute la formule, la fonction f, ça, je ne l'écris pas, mais bon, f et donc, ou carrément, c'est seulement f vérifie les hypothèses. Il vaudra mieux quand même les écrire parce que les hypothèses, qu'est-ce que c'est les hypothèses? F est infiniment dérivable, donc je peux appliquer la formule de Taylor tout simplement. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas écrire le détail des conditions de la formule de Taylor. Donc, elle est de classe Cn et que la dérivée n existe et que sur l'intervalle fermé, que la dérivée n elle est continue sur l'intervalle ouvert. Donc là, vous pouvez dire f est de classe C infinie sur 0 plus infini. Donc, on a bien que on peut appliquer la formule de Taylor. Il est très important lorsqu'on veut appliquer un théorème d'abord de vérifier qu'on peut bien appliquer le théorème, c'est-à-dire qu'on a bien les conditions du théorème. D'accord? Alors ici, on les a. Donc maintenant, on va remplacer. Alors f de x, c'est 1 sur racine cubique de 1 plus x. Égale f de 0, on a dit f de 0 égale 1. Donc 1. Plus x fois f' de 0. Et f' de 0, c'est moins un tiers. Donc, moins un tiers fois x. Vous suivez? Oui, madame. C'est bon? Donc, maintenant, je remplace. F de x, c'est 1 sur racine cubique. F de 0, c'est 1. F' de 0, c'est moins un tiers. F seconde de 0, c'est 4 sur 9. Mais que je dois diviser par 2. Donc, ça devient 2 sur 9. D'accord? Plus 2 sur 9. Donc, on retrouve ce qu'on nous demande, justement. Pour plus 2 sur 9, x carré. Et puis, plus x3 sur 6, la dérivée troisième. Plus x3 sur 6. Alors, la dérivée troisième, il y a moins. Donc, je vais mettre moins. Et puis, multiplié par 28 sur 27. Et puis, 1 sur... maintenant, je peux l'écrire 1 sur 1 plus x à la puissance 10 sur 3. Je peux laisser à la puissance négative. Alors, donc là, 28, je peux simplifier par 2. Donc, ça devient ici 14. Et là, ça devient 3. Et 3 fois 27, c'est 81. 27, c'est 3 fois 9. Donc, c'est 9 fois 9. C'est 81. Donc, finalement, on a trouvé que 1 sur racine cubique, c'est 1 moins 1 tiers x plus 2 sur 9 x carré moins 14 sur 81. Alors, faites attention, ici c'est C, la dérivée troisième au point C. D'accord? Donc, x3 sur 1 plus C à la puissance 10 sur 3. D'accord? La formule, c'est x3 sur factoriel 3, la dérivée troisième au point C. Ça marche? Bien. Alors, donc, c'est ça. On a trouvé 1 sur racine cubique, 1 sur racine cubique, on a écrit la formule de Taylor. Et en principe, c'est bien le bon ordre, puisque, alors, on va faire, si vous voulez, chaque côté à part, si vous voulez. Donc, on peut commencer par montrer que 1 sur racine cubique de 1 plus x, eh bien, il est inférieur à 1 moins 1 tiers x plus 2 sur 9 x carré. Pourquoi? 1 sur racine, il ne faut pas l'oublier. 1 sur racine, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est 1 moins 1 tiers x plus 2 sur 9 x carré. Et puis, moins 14 sur 81, x3 sur 1 plus c à la puissance 10 sur 3. Pourquoi? Finalement, on a montré que ça, c'est inférieur à 1 moins 1 tiers x
plus 2 sur 9 x carré. D'accord? Parce que le reste est négatif. Voilà, tout simplement, parce que le terme qu'on a ici, est le même. D'accord? Et donc, finalement, en simplifiant, ça revient à montrer que ça, c'est négatif. Or, il est bien négatif, puisque c'est moins, et 14 sur 81, bien sûr, c'est positif. Le x, il est positif, et le 1 plus c, il est positif aussi. D'accord? C est compris entre 0 et x, donc il est positif le c. Donc, le 1 plus c, bien sûr, il est positif aussi. Donc, tout ce terme-là est positif, avec le moins, ça devient négatif. D'accord? Donc, on a bien la partie 1 sur racine cubique, il est bien inférieur à 1 moins 1 tiers x plus 2 sur 9, x au carré. Alors, maintenant, l'autre partie, on a à montrer que 1 moins 1 tiers x plus 2 sur 9 x au carré moins 14 sur 81 x3. Là, c'est inférieur à 1 sur racine cubique de 1 plus x. D'accord? Or, là aussi, c'est la même chose. On a à montrer, parce que ça, c'est équivalent à 1 moins 1 tiers x plus 2 sur 9 plus 2 sur 9 x au carré moins 14 sur 81 x3. Et 1 sur racine cubique, on a dit, c'est 1 moins 1 tiers x plus 2 sur 9 x au carré moins 14 sur 81 x3 sur 1 plus c à la puissance 10 tiers. 10 sur On 3. fait la différence et Oui, on le trouve qu'elle est négative. On a un plus c dans le dénumérateur, alors donc là aussi, et- cette partie-là, c'est la même que celle-ci. D'accord? Donc finalement, on a montré, c'est équivalent à moins 14 sur 81 x3, c'est inférieur Strictement à inférieur. moins 14 sur 81 x3 sur 1 plus c à la puissance 10 sur 3. Si on, pour manipuler les inégalités, il vaudra mieux avoir des nombres positifs. Donc on va multiplier par moins, d'accord? Alors si je multiplie par moins, je vais avoir ça. C'est d'accord? Juste en multipliant par moins. Maintenant, ce terme-là, c'est pareil que le terme qu'on a ici est le même que celui qu'on a ici. Ça veut dire que ça, c'est équivalent à quoi? que 1 supérieur à 1 sur 1 1, plus c. d'accord? En simplifiant. 1, et je peux simplifier, le x il est positif maintenant. 1 est supérieur à 1 sur 1 plus c à la puissance 10 sur 3. Est-ce que ça, c'est vrai? Oui, madame. Bon, oui. On peut encore aller. Le 1 plus c à la puissance, ça c'est équivalent à 1 plus c à la puissance 10 sur 3 est supérieur à 1. Comme c, il est supérieur, on sait que c est supérieur à 0, donc 1 plus c, il est supérieur à 1. Et à une certaine puissance positive. Ça reste toujours la même chose. D'accord? Donc, on a bien ceci, ça c'est bien vrai. Et donc, avec les équivalences, ça veut dire que l'autre inégalité, on l'a. Donc, comme ça, on a pu montrer la double inégalité qu'on nous a demandé de montrer au départ. D'accord? Celle-ci. Donc là, je reprends que le F2B, c'est ça. Si c'est écrit sous cette forme-là, c'est qu'on vous a donné carrément le n, parce qu'on vous a donné, surtout que de ce côté-là, on s'est arrêté à n égale 2, et de ce côté-là, on a x3, c'est-à-dire que ça va être l'encadrement du reste, et donc on va prendre n égale 2, d'accord? Il y a des indices qui nous donnent le n. Et puis F2B, c'est ça, donc
c'est à nous de voir qu'est-ce que l'on va prendre pour f de x et pour b. Et pour a, comme pour a égale 0, on arrive à calculer f' de a, f' de a, toutes les dérivées, donc on prend a égale 0. Ça marche? Vous avez des questions concernant cette dernière question, concernant la série? Pas de questions? Madame, si l'on veut l'erreur, par exemple Oui. ici, dans ce exemple-là, si l'on veut par exemple l'erreur de d à la puissance moins 3, par exemple, comment on peut faire ça? L'erreur? Ben oui. On peut aller plus loin avec cet exercice. On peut aller plus loin. Par exemple, attendez, voilà. Je peux vous dire, eh bien, d'ailleurs, dans le devoir, justement, je vous ai donné ce genre de questions. Dans l'erreur, par exemple, on vous demande de trouver une valeur, voilà, c'est exactement une valeur approchée de 1,002 par exemple, ou 0,03, donc des simplifications. Donc, 1 sur racine cubique de 1,003 avec une erreur inférieure à, alors, 10 moins 3, 10 moins 9, 10 moins 9 ou 10 moins 8. Attendez. 9, 3, donc il restera un 3, 14 sur 3, 10 moins 8. Avec une erreur, donc donner une valeur approchée, déduire, ça pouvait être une question, déduire une valeur approchée de 1 sur racine cubique de 1,003 avec une erreur inférieure à 10 moins 8. C'est-à-dire c'est vraiment une bonne approximation. Ça veut dire les 7 chiffres après la virgule sont bons. D'accord? Donc, c'est une bonne approximation. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ici? Madame, on va voir le reste pour choisir le n. Hein? Oui. On remplace Là, je d'abord vous dis par déduire virgule. de cette inégalité. Madame, on changeait le A. On prend un A. Qu'est-ce que vous allez prendre pour A? Mais pour A égale 0, on a pu avoir cette inégalité. Maintenant, je travaille avec cette inégalité. Déduire. Lorsque je vous dis déduire, c'est pas refaites l'exercice à nouveau. On va remplacer. C'est à partir des inégalités que vous avez, donnez-moi une valeur approchée de 1 sur racine cubique de 1,003 avec une erreur inférieure à 10 moins 8. On remplace x avec 0,003. Voilà, ce qu'il faut faire ici, c'est ça. C'est remplacer x par 0,003. Mais concernant l'erreur, comment... Ben justement, Oui. donc je vais réécrire, comme ça vous l'aurez devant vous. Alors, l'inégalité qu'on a montrée, c'est que 1 moins x sur 3 plus 2 sur 9 x au carré moins 14 sur 81 x3 inférieur à 1 sur racine cubique de 1 plus x inférieur à 1 moins x sur 3 plus 2 sur 9 x au carré. Et ce qu'on vous demande, c'est une valeur approchée de 1 sur racine cubique de 1,003. Donc, qu'est-ce que je vais prendre pour x? 0,003. 0,003. Comme ça,
Le 1, justement, c'est donc, je vais remplacer et dans cette écriture-là, x par 0,003. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir 1 sur racine cubique de 1,003. Ça veut dire exactement ce qu'on nous demande. Mais ce qu'on nous demande, ce n'est pas un encadrement. Ce qu'on nous demande, c'est une valeur rapprochée. Donc, c'est bien un exercice où on peut passer de l'encadrement à la valeur rapprochée. Donc, on peut passer de l'encadrement à la valeur rapprochée, mais dans l'autre sens, on ne peut pas le faire. Mais dans ce sens, oui. Alors, x, c'est 0,003. Donc, moins 0,03 sur 3. Donc, il va y avoir la simplification ici. Plus 2 sur 9. Alors, x au carré, c'est plus facile de dire x, c'est 3, 10 moins 3. D'accord? Comme ça, x au carré, c'est 9, 10 moins 6. C'est plus facile à écrire. 9, 10 moins 6. La place, je ne l'ai pas. Donc, je vais passer. Moins 14 sur 81. Alors maintenant, x3. x3, c'est 3 au cube. C'est-à-dire 9 fois 3, c'est 27. Et au cube, c'est 10 moins 9. D'accord? Et là, donc, vous aurez ce qu'on vous, le terme qu'on vous demande, mais avec, avec un encadrement. D'accord? Et là, 1 moins, alors x, c'est 0,03, ce qui est 3, 10 moins 3, c'est plus facile d'écrire comme ça. Donc, je divise par 3, donc là, vous voyez qu'il y a des simplifications. Et 2 sur 9, 9, 10 moins 6. Alors, donc là, c'est 1 moins 0,01, d'accord? Simplifié, il y a 3 simplifiés. Donc, plus 2, 10 moins 6. Et moins, alors là, il y a la simplification, donc il reste seulement 3. Donc, moins 14 sur 3, 10 moins 9, inférieur à 1 sur racine cubique de 1,003, inférieur. Et là, pareil, c'est 1 moins, attendez. Oui, c'est ici, j'ai oublié un 0. C'est 0,003. D'accord? Donc, c'est 0,01. Donc, c'est 1 moins 10 moins 3 qui est 0,001. D'accord? Plus 2, 10 moins 6. Bien sûr, ça, on peut le calculer. Je ne sais pas, je crois que je vous laisse le soin de le faire. Ou on le fait. Donc, je fais les plus, si vous voulez, on peut le faire. Parce que 10 moins 6, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5. Et la sixième, c'est 2. D'accord? Parce que j'ai 2. Et donc, 1 plus ça, c'est 1, c'est ça. Et puis, je vais faire moins 0,001. D'accord? Alors, 2 moins, bien sûr, là, je peux rajouter des zéros, il n'y a pas de problème, parce qu'après la virgule, je peux toujours rajouter des zéros. Donc, 2 moins 0, c'est 2, 0, 0. Et puis là, j'ai 10 moins 1 qui est 9. Et puis, je vais avoir 10 moins 1, c'est 9. Pareil, 10 moins 1, c'est 9. Et 1 moins 1, c'est 0. D'accord? Donc, cette partie-là, c'est 0,9999002 moins 14 sur 3, 10 moins 9. 1 sur racine cubique de 1,003 inférieur. Et là, c'est la même chose, c'est 0,9999002. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une valeur approchée et quelle va être l'erreur? Ce serait une bonne chose justement de vous dire, dans le cas général, petit a est une
valeur approchée de grand X, si vous voulez, avec une erreur inférieure à n'importe quelle valeur à E, n'importe quelle valeur, d'accord? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que petit a est une valeur approchée de X avec une erreur inférieure à E? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que X, il est compris entre A moins E et A. Si vous voulez. Et ça veut dire que la valeur approchée, la valeur absolue de X moins A, elle est inférieure à E. Lorsque vous avez comme ceci, X moins A inférieur à E, A, c'est une valeur approchée de X et l'erreur, elle est inférieure à E. C'est d'accord? Donc, lorsqu'on vous dit trouver une valeur approchée avec une erreur inférieure à 1, c'est ça ce que ça veut dire. Bien sûr, il faut comprendre d'abord ce qu'on vous demande. Ça veut dire que ce qu'on vous demande comme élément, moins la valeur approchée, eh bien, ça doit être inférieur à E. Ça marche? Dans notre cas, quel va être le X dans notre cas, c'est quoi le grand X? C'est 1 sur C'est 1 racine. sur la racine cubique, parce qu'on vous demande une valeur approchée de racine cubique, de 1 sur racine cubique de 1,003. C'est d'accord? Quel va être le petit a? C'est 10 à la puissance moins 8. 3 fois 10 à la puissance moins 9. Comment? Moins 14. 3 fois 10 à la puissance moins 9. C'est ça le petit a? C'est moins 14 sur 3, 10 moins 9? Et quelle va être l'erreur alors? Madame, je pense 0,999 Oui, 02 oui, et oui. Le petit a, c'est justement le 0,999. C'est le 0,999002. Parce que si je prends ça, 0,999, je peux faire le x moins 1 des deux côtés. Ça veut dire que je peux avoir la valeur absolue inférieure à 1. Alors que si je fais moins 14 sur 3, 10 moins 9, je le fais juste de ce côté-là. Mais de ce côté-là, je ne l'ai pas. D'accord? Parce qu'il faut bien qu'on. D'ailleurs, il y a un étudiant qui l'a bien dit aussi. C'est-à-dire, on peut l'écrire comme ça. On peut l'écrire aussi sous la forme x compris entre a moins e et a plus e. C'est d'accord? C'est la même chose. C'est x moins a compris entre moins e et e. Il y a plusieurs manières de l'écrire. Mais généralement, on l'écrit avec la valeur absolue. C'est d'accord? Bien. Alors, maintenant, on va essayer d'avoir la valeur absolue de x moins a. Il est inférieur à quoi? Alors, x moins a, d'après ça, x moins a, elle est comprise entre moins 14 sur 3, 10 moins 9. Donc, x moins a. Notre x et notre a, d'accord? Si vous voulez, je l'écris avec notre x et notre a. Donc, 1 sur racine cubique de 1,003. Donc, x moins a, c'est 0,999002. D'après ça, d'après ce qu'on vient de voir, elle est comprise entre moins 14 sur 3, 10 moins 9 et 0. Alors, si je veux passer à la valeur absolue, qu'est-ce que je vais faire ici? La valeur absolue de 1 sur racine cubique de 1,003 moins 0,999002. C'est quoi la valeur absolue? Généralement, la valeur absolue de x, c'est quoi?
Moins x quand x est inférieur à 0. Donc, c'est C'est égal à moins x si inférieur à x, 14 sur 3. si x est négatif. D'accord? C'est égal à x si x est positif. Dans ce cas-là, notre x, il est positif ou négatif? Il est supérieur à 0 ou il est inférieur à 0? Négatif. Négatif, vous l'avez ici. Négatif inférieur à 0. Il est inférieur à 0. Ça veut dire que Oui. la valeur absolue, en fait, c'est moins x. Donc, ce que je vais faire, donc ça, c'est égal à moins x, c'est-à-dire c'est 0,999002 moins 1 sur racine cubique. Mais je peux le faire ici. Je peux le faire ici. Pour avoir 0,999 moins 1 sur racine, qu'est-ce que je vais faire ici? Dans cette inégalité. Dans cette inégalité. Qu'est-ce que je vais faire? Le moins. On va multiplier par moins. Lorsqu'on va multiplier par moins, je vais avoir, pardon, lorsqu'on va multiplier par moins, donc les deux côtés vont changer. Oui. Donc le 0, il va devenir ici, donc ici, et le moins 0, bien sûr, c'est 0. Et de l'autre côté, on va avoir 14 sur 3, 10 moins 9. Ça veut dire que la valeur absolue, maintenant, parce que ça, c'est la valeur absolue. Mais ce qui m'intéresse, c'est de l'écrire avec la valeur absolue de 1,003 moins 0,999002, qui est positive, et elle est inférieure à 14 sur 3, 10 moins 9. Alors, est-ce que c'est inférieur à 10 moins 8? Oui. Parce que vous avez 10 moins 9, qu'est-ce que c'est? 0,009 fois. Donc, vous aurez 14 sur 3. 10 moins 9, c'est 10 moins 1, multiplié par 10 moins 8. C'est bien ça. Et 10 moins 1, c'est 1 dixième. C'est-à-dire que c'est 14 sur 30. Et 14 sur 30, c'est inférieur à 1. Donc, c'est bien inférieur à 10 moins 8. C'est clair? Oui, madame. 10 moins 9, c'est 10 moins 1 multiplié par 10 moins 8. Et 10 moins 1, c'est 1 dixième. C'est 1 sur 10. Donc, vous avez ceci, c'est égal à 14 sur 30. Et 14 sur 30, il est bien inférieur à 1. Et là, vous avez 10 moins 8. Ça veut dire que lorsque vous avez un encadrement, ça vous permet d'avoir aussi une valeur approchée. Et dans le devoir, justement, vous avez des questions dans ce sens. On a eu l'encadrement. Maintenant, je veux avoir une valeur approchée. Je prends le x tel que ça me donne exactement, le x tel que ce qu'on a ici me donne exactement la valeur approchée. Donc, c'est ça ce qu'on a pris. D'accord? Maintenant, il faut avoir, justement, ça, on le sait d'avance. On sait que parce que ça, c'est la formule de Taylor. Et on sait que ça, c'est le f de a plus x est prime de a plus x2 sur 2 f seconde de a. Et ça, c'est le reste. Et on sait que c'est ça qui va donner la valeur approchée. C'est une autre manière de voir. D'accord? C'est pareil ici. C'est ça ce qui va donner la valeur approchée. Donc, la valeur approchée pour notre x, c'est ça. Et l'erreur, ça va être donné. Mais l'erreur, comme je vous l'ai dit, c'est en valeur absolue. L'erreur, elle va être donnée en valeur absolue par ce terme-là. C'est d'accord? C'est clair? Oui, madame. Alors, donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer justement au devoir. Vous avez vu le devoir? Parce que je l'ai mis sur Moodle. Au départ, je ne l'ai pas écrit en rouge. Et apparemment, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais après, bon, je l'ai écrit en rouge pour que vous le voyez. J'ai écrit en rouge l'annonce. Donc, en fait, j'aurais aimé de vous donner le devoir sans le travailler, mais comme le cours n'a pas trop avancé, donc je ne pouvais pas commencer la série sur les développements limités. Donc, là, vous avez les questions, les exercices, vous les avez comme ça. Vous les avez devant vous. Et si vous voulez, on peut traiter. Alors, il y a 1, 2, 3, il y a le 4 ici.
C'est une autre. Madame, quelle est la différence entre un devoir et un TD? Alors, généralement, lorsque vous êtes en présentiel, les TD, on les travaille en classe. Le devoir, on ne le travaille pas en classe. Ah. D'accord? Généralement, on avait l'habitude, mais bon, là, ça fait maintenant plus d'1 an qu'on ne le fait pas. Pour les étudiants SMA, SMI, tous les enseignants de mathématiques donnaient une séance pour les étudiants dans leur bureau. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez Madame Zejli, par exemple, pour l'algèbre, qui faisait qui était dans son bureau le lundi, par exemple, le matin. Il y a Madame Khagobi qui va être le mardi, par exemple, l'après-midi. Il y a moi-même ouais, c'est comme ça. Et généralement, on travaillait justement avec les étudiants. On leur demandait de travailler. C'était ce qui est une bonne chose, c'est que on demande aux étudiants de travailler eux-mêmes les exercices, de les rédiger. C'est une bonne chose de commencer à rédiger. Donc, il y en a qui le travaillaient, bien sûr, beaucoup ne le travaillaient. Enfin, peut-être qu'ils le travaillaient, mais ils ne le rendaient pas. Mais bon, il y en a qui le rendaient. Et pour ceux qui rendaient leurs devoirs, on corrigeait. Et ils venaient dans notre bureau et on travaillait avec eux le devoir. Voilà, ça c'est bon, ça il faut faire attention, etc. C'est ça la différence. C'est que Alors normalement, je ne voulais pas travailler avec vous le devoir maintenant. Je voulais vous laisser le travailler et, donc essayer de faire juste une photo de ce que vous avez travaillé. Vous me l'envoyez, je vous le corrige. Alors, je ne sais pas quoi faire. Si vous voulez, vous avez les exercices devant vous. Si vous voyez qu'il y a un exercice qui vous pose un problème particulier, je peux vous donner, je crois que ce serait c'est entre les deux. Je ne vais pas faire la rédaction complète de l'exercice, mais vous donner juste l'idée. Tiens, on peut faire ça. Ce que je veux faire maintenant, c'est pas vous donner l'idée, mais vous demander de me donner les idées. Alors, je vais le faire en rouge. Par exemple, pour la première question, à votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, vous allez me dire juste ce qu'on va utiliser. Théorème des accroissements finis, il va donner, je pense, oui, théorème des accroissements finis. D'accord? Le théorème des accroissements finis, parce que c'est la forme f de b moins f de a. En plus, le f', on le voit. D'accord? Donc là, c'est théorème des accroissements finis. Là, déduire que les fonctions sont monotones, oui, ce serait une bonne chose de voir ça. Comment on va déduire que les fonctions sont monotones? On utilise le théorème des accroissements finis généralisés. Mais généralement, lorsqu'on vous demande de montrer qu'une fonction est monotone, qu'est-ce que vous faites? On calcule la dérivée. On calcule la dérivée. Alors, ça m'intéresse ici justement de vous demander, par exemple, la dérivée de f. Comment vous allez le calculer? Donnez-moi la dérivée de f. C'est x fois 1 plus 1 sur x fois moins 1 sur 2x. À la puissance x moins 1. À la puissance x moins 1. Au carré. Oui. Mais on n'a pas x appartient à n. Madame fois moins 1 sur x au carré. Vous êtes d'accord maintenant? Madame, on la rend sous forme exponentielle x ln de 1 plus 1 sur x. En dérive. Comment? F de x, on la rend sous forme exponentielle x ln de 1 plus 1 sur x. Oui, oui, oui. Il faut faire très attention ici pour la dérivée. C'est que vous n'avez pas u de x à la puissance alpha, mais vous avez u de x à la puissance v de x. C'est une fonction de x, ce n'est pas alpha. Je ne peux pas utiliser ça.
D'accord? Puisque je ne peux pas utiliser ça, qu'est-ce que je vais faire? Il y a déjà une personne qui l'a dit, c'est quelqu'un d'autre. Comment je peux dériver? Parce que là, la forme que j'ai, telle qu'elle est, je ne peux pas dériver. Ce n'est pas u de x à puissance alpha. Donc, faites très attention ici. ln de f de x. On dérive Oui, ln. en fait, on va passer à la définition de ce que c'est u de x ou u de x à puissance v de x. D'accord? Donc, lorsque vous avez u de x à la puissance v de x, là, on l'écrit comment? Qu'est-ce que c'est u de x à la puissance v de x? ln u de x. C'est exponentielle v de x ln. Bien sûr, là, on prend u de x lorsqu'on l'a positif. D'accord? C'est exponentielle v de x ln u de x. Et avec maintenant je peux dériver, puisque vous avez l'exponentielle, vous avez le ln, vous avez un produit, je peux dériver. C'est d'accord? Donc, si vous voulez, on va juste donner les idées comme ça. En fait, ici, la ln de f, là, vous calculez ln de f et ln de g en utilisant justement les inégalités, vous arrivez. Pour l'exercice 2, comment je peux montrer que la valeur absolue de sinus x moins x3 sur 6 est inférieure à x5 sur 120? On va utiliser l'inégalité de Taylor. On va utiliser justement Taylor. Oui, on va utiliser Taylor. On va utiliser Taylor parce que, là, il faut le remarquer aussi, que lorsque vous avez valeur absolue de A inférieure à X, comme ça c'est une double inégalité. Ça, c'est pareil que quoi? Compris entre moins x et x. D'accord? C'est un encadrement de 1. Donc, lorsque vous avez la valeur absolue, c'est aussi un encadrement. Donc, pensez à la formule de Taylor. Bien. Donc, on a la formule de Taylor. Alors, donc pour la formule de Taylor, qu'est-ce qu'il faut? Donc, je répète maintenant les choses à savoir concernant la formule de Taylor. Qu'est-ce qu'il faut trouver? La fonction. Si je dois appliquer la formule de Taylor, qu'est-ce que je dois avoir? La fonction. On a dit tout à l'heure. La formule de Taylor, c'est quoi? J'en ai une fonction avec donc le côté de c'est 1, etc. Donc les conditions de la forme de Taylor. Il existe C compris entre A et B, tel que f de B égale f de A plus B moins A, etc. Ici, j'ai sinus x moins, etc. Okay, donc qu'est-ce que je dois trouver? Si je veux appliquer la formule de Taylor, qu'est-ce que je dois dire? Voilà ce que je dois... je vais appliquer la formule de Taylor à quoi? À telle fonction, on doit choisir une trouver fonction. la fonction. Qu'est-ce qu'il faut trouver aussi? Les bornes A et B. Le B, N. le A et le N. Donc, que ça soit clair, à chaque fois que je veux appliquer la formule de Taylor, il faut dire que je dois trouver ces quatre composantes, la fonction, le B, le A et le N. D'accord? Donc, ici, la fonction, qu'est-ce que ça va être, à votre avis? Sinus de x. Oui. Le B? X. C'est X. Le A? 0. 0. Le N? 3. Le N? 3. Je pense 5. 1. Je vous laisse réfléchir. On ne va pas tout donner maintenant. Donc, essayez de réfléchir justement qu'est-ce qu'on va prendre pour N. Madame, sinus de x, il est compris entre... on peut l'écrire sous forme de deux inégalités. Oui, c'est voir. ça. Ouais. Donc, on va trouver... Mais justement, le N? C'est
3, madame. Je pense 2. N égale 2. Trois. Oh. N égale 2 va vous donner x5. N égale à N 4. égale. Ou à 4, Hein? il va donner x5. Oui, oui. Parce que là, l'essentiel. On ne va pas aller trop loin. Voilà, justement, l'exercice 2, c'est exactement ce qu'on vient de voir tout à l'heure. J'ai un encadrement. C'est pareil. J'ai dit que la valeur absolue inférieure à, c'est l'encadrement. De l'encadrement, on vous demande d'avoir une valeur approchée avec l'erreur. Donc, je vous laisse réfléchir pour donner une valeur approchée avec l'erreur. D'accord? Donc, c'est la question que je viens de traiter avec vous. Bien, on passe à l'exercice 3. Donc, la première inégalité, qu'est-ce que je vais utiliser? Le premier encadrement, c'est-à-dire le petit a. Qu'est-ce que je vais Taylor. utiliser? Taylor, madame. Donc, on va utiliser Taylor. Et comme la même chose, dès qu'on dit on va utiliser Taylor, 4 choses à trouver. La fonction, le b, le a et le n. Alors, la fonction ici, c'est ln de 1 plus x. ln de de 1 plus x. Le b, x. x. Le a, 0. 0. Le n, 2. facile. Oui, c'est bon. Donc, c'est la formule de Taylor. Alors, ici, pour le b, pour le petit b, pour l'exponentielle x supérieure à 1, ce n'est pas un encadrement. Mais pourquoi ce n'est pas un encadrement? Parce qu'en fait, on a besoin juste d'un côté, on n'a pas besoin de l'autre. D'accord? Donc, je vous ai donné juste exponentielle x supérieure à 1. Donc là, c'est à vous de réfléchir. C'est pareil, c'est toujours la formule de Taylor. Quelle est la fonction? Le b, le a, le n, etc. D'accord? Alors, de là, justement, de l'encadrement, donc là, vous allez voir que l'encadrement qui est donné par la formule de Taylor, ça peut vous donner un encadrement d'une certaine valeur. Par exemple, montrer que ln1,03, il est compris entre 0,02 et 0,023, par exemple. D'accord? Donc, ça peut être un encadrement. Ça peut être une valeur approchée. Et ça, on peut, comme application. Et comme application aussi, c'est un calcul de limite. D'accord? Donc, valeur approchée, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est la même chose. J'ai un encadrement. De là, je peux avoir la valeur approchée et je peux avoir l'erreur. C'est d'accord? C'est exactement l'exemple que je viens de traiter. La question qui m'a été posée, c'est exactement le devoir. Et une autre, on vous demande, alors regardez bien et dites-moi comment je peux faire ça. J'ai que, pour tout n, j'ai que exponentielle x, il est supérieur à 1 plus x2 sur 2 plus xn sur factoriel n. Et ce qu'on vous demande, c'est de trouver la limite quand x tend vers plus infini de exponentielle x sur x à la puissance alpha. Comment on va calculer ça? D'abord, on va voir est-ce qu'on peut calculer directement. Exponentielle x, il tend vers quoi? L'infini. Il tend vers plus infini. X alpha, il tend vers quoi? Plus Il faut discuter alpha, non? Oui, il faut discuter. Donc, c'est plus l'infini si alpha, pour x à la Positif. puissance alpha. Positif. Positif. Si alpha est positif. Mais si alpha est négatif, c'est 0. Oui. Ben, si alpha égale 0, je peux calculer. Si alpha égale 0, c'est la limite exponentielle x. On n'a pas besoin de... D'accord? Donc, on a besoin surtout lorsque alpha est positif ou négatif. Alors, pour alpha positif,
On aura plus l'infini sur plus l'infini. Je peux calculer? Forme indéterminée. Donc, c'est une forme indéterminée. D'accord? Mais vous connaissez déjà, je crois, le résultat. Vous le connaissez? Madame, l'expo tend vers l'infini plus vite que x, non? C'est ça. On dit que l'exponentiel l'emporte devant les puissances, c'est-à-dire il est plus puissant que les puissances. Et donc, ça serait plus infini. Mais bon, on va le montrer maintenant. Dans le deuxième cas, vous avez plus infini sur 0. C'est-à-dire si alpha est négatif. Bien sûr, x, je peux l'écrire, c'est égal à 1 si alpha est égal à 0, pour traiter tous les cas. Si alpha, excusez-moi, si alpha est négatif, on aura plus infini sur 0. Plus infini sur 0, qu'est-ce que ça va donner? L'infini, mais... Est-ce que 0 L'infini sur 0, 0 plus en plus. D'accord? Donc, plus l'infini. C'est plus infini, parce que 1 sur 0 plus, c'est plus infini. Donc, c'est plus infini fois plus infini, c'est plus infini. C'est-à-dire que là, je n'ai pas une forme indéterminée. Là, je n'ai pas une forme indéterminée. Par contre, dans ce cas-là, donc dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque alpha est positif, c'est une forme indéterminée. D'accord? C'est une forme indéterminée. Et donc, Oui, on madame, voit mais- justement, parce qu'on vous dit, il faut bien voir qu'ici, il y a déduire. S'il y a déduire, c'est-à-dire que je vais utiliser ce qui est avant. Bien sûr, avec l'exponentiel, je vais utiliser le b, je ne vais pas utiliser le petit a, je ne vais pas utiliser ln 1 plus x. Donc, je vais utiliser le fait que exponentiel x, il est supérieur à. C'est d'accord? Ici, on vous dit la limite de exponentielle x sur x alpha. Et là, on vous dit que pour tout n, on a exponentielle x, il est supérieur à 1 plus x2 sur 2 plus xn sur factoriel n. Quelqu'un peut me donner une idée? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, je traite le cas alpha positif, parce que pour les deux autres, ce n'est pas une forme indéterminée. Madame, on divise par x à la puissance alpha. On divise par x à la puissance alpha, On dit d'accord? l'égalité. Oui. Après, on peut le faire. On doit la limite. Après, on calcule Alors, on va diviser par x à la puissance alpha. Donc, je vais faire sur x à la puissance alpha, d'accord? Tous les termes. Et là, sur x à la puissance alpha, c'est x à la puissance n moins alpha. D'accord? Comme alpha est positif, le premier terme, il tend vers quoi? 1 sur x à la puissance alpha. 0. 0. Le deuxième terme, laissons le deuxième terme. En fait, parce que c'est x à la puissance 1 moins alpha, donc ça dépendra de alpha. Et le dernier terme, donc ça peut être 0 aussi. D'accord? Donc en principe, ça va être 0, 0, 0, 0. Alors, le dernier, c'est x à la puissance n moins alpha. ça tend vers plus l'infini. Alors, c'est une bonne chose de dire tend vers plus infini parce que je sais que je dois montrer que ça tend vers plus infini. D'autre part, même si je ne le sais pas, si n-alpha est négatif, c'est-à-dire si ça aussi ça tend vers 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais voir que la limite de exponentielle x sur x à la puissance alpha, il est positif, ça on le sait déjà. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire ici? Je voudrais juste que vous me donniez l'idée. Vous vous rappelez, c'était ma première vidéo en analyse 1. J'avais fait une petite vidéo où j'ai parlé des quantificateurs. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si c'est une vidéo importante concernant comment je vais travailler avec lorsque j'ai quel que soit, lorsqu'il existe. Je veux faire un petit rappel
parce que c'est important à retenir. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Pour les quantificateurs, il faut toujours se poser la question, est-ce que vous avez dans l'hypothèse, je donne un exemple, vous avez dans l'hypothèse, quel que soit x positif, f de x, il est supérieur à 2, par exemple. Vous l'avez dans l'hypothèse. Je vous pose la question, est-ce que je peux dire que f de 1 est supérieur à 2? Oui, Oui. pour n'importe quelle Est-ce que je valeur peux dire f particulière de moins 1 supérieur à 2? Non. Non, parce que ici, quel que soit x positif. Donc, je ne peux pas dire ça, parce qu'il faudrait que x soit positif. Par contre, oui, je peux donner une valeur à x. Si j'ai quel que soit x positif et x supérieur à 2, je peux donner une valeur à x. Maintenant, si c'est dans la conclusion, ça veut dire dans ce qu'il faut montrer. Si c'est dans ce qu'il faut montrer, vous avez quel que soit x positif, f de x supérieur à 2. Est-ce que si je montre f de 1 est supérieur à 2, je fais la démonstration? Non, bien sûr. Non. Bien sûr que non, parce qu'il faut le montrer quel que soit x. Je le montrais seulement pour 1. Donc, je ne peux pas donner une valeur à x. C'est d'accord? Donc, ici, je peux donner ici, on peut donner une valeur à x. Alors, ce que j'avais justement expliqué, c'est pas seulement on peut, mais on doit, généralement. C'est-à-dire que lorsque dans une propriété, vous avez le quel que soit, il faut toujours avoir en tête que je peux donner une valeur à x. Des fois, c'est la clé même de la démonstration. C'est clair ce que je viens de dire? Si vous avez, dans l'hypothèse, c'est-à-dire vous avez fait une démonstration, à un certain moment, vous avez montré que quel que soit x, vous avez une certaine propriété. Eh bien, pensez à donner une valeur. Par contre, lorsqu'il faut le montrer, surtout pas, il ne faut pas donner de valeur. Maintenant, regardez avec le quantificateur existentiel. Si dans l'hypothèse, vous avez, il existe x positif tel que f de x est supérieur à 2. Est-ce que je peux dire que f de 1 est supérieur à 2? Non. Vous l'avez dans l'hypothèse. On vous dit, soit f une fonction telle que il existe x positif tel que f de x est supérieur à 2. Est-ce que je peux dire f de 1 supérieur à 2? Non. Non. Madame. Non. Je sais qu'il existe, mais quelle est sa valeur? Je n'en sais rien. Donc, ne pas donner de valeur à x. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose avec lorsque dans l'hypothèse vous avez quel que soit, c'est penser à donner une valeur à x. Mais avec le il existe, justement, ne pas donner. Alors, lorsque dans la conclusion, là, ne pas donner de valeur à x. Le dernier, c'est si vous avez dans la conclusion, ça veut dire dans ce qu'il faut montrer. D'accord? Si on vous dit, montrez que il existe x positif tel que f de x est supérieur à 2. Et Donc, puis, vous avez montré que f de 1 est supérieur à 2. Est-ce que vous avez fait la démonstration? Oui. Oui, ben justement. Si c'est dans la conclusion, il existe, donnez, au contraire, donnez une valeur à x. C'est d'accord? Alors, c'est un petit jeu, mais c'est un jeu qui est très utile lorsqu'on fait les démonstrations. Donc, lorsque vous avez quel que soit, dans l'hypothèse, pensez à donner une valeur. D'accord? Mais pour le montrer, il ne faut pas donner. Pour il existe, c'est l'inverse. Si c'est dans l'hypothèse, vous savez, il existe, oui. Je sais qu'il existe, mais je n'ai pas sa valeur, donc je ne peux pas lui donner de valeur. Par contre, lorsqu'on vous demande de montrer qu'il existe, justement, on vous demande de le trouver. Alors, je l'avais expliqué aussi dans la vidéo, vous pouvez revenir, c'était la première vidéo en analyse 1.
Enfin, c'était c'est pas la première, mais ma première vidéo, parce on avait le cours avec Monsieur Al-Amrani. C'était le cours sur les suites réelles, donc la première partie. Euh, Lorsque vous avez il existe, il y a généralement deux manières de montrer l'existence. De montrer il existe X, l'existence. D'accord? Soit vous le trouvez, vous donnez sa valeur. Donnez sa valeur. Vous l'avez trouvé. Bien sûr, qui vérifie. Soit vous avez un théorème qui dit qu'il existe. C'est possible aussi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un théorème où il existe? Accroissement fini. Théorème des accroissements finis, oui. Théorème de rôle. Théorème de rôle, oui. TVI. La limite. Théorème de valeur intermédiaire, oui. Excusez-moi. Un petit moment. Allez-y. Désolée. Donc, je reprends. Donc, les théorèmes où il y a l'existence, si, vous avez bien sûr théorème de valeur intermédiaire, théorème de rôle, théorème des accroissements finis. Vous avez que n est archimédien, que R est archimédien, il existe n tel que, on en a besoin avec les suites, généralement lorsqu'on a besoin de n, c'est ça, d'accord? Donc il y a des théorèmes qui vous donnent l'existence. Donc soit vous dites d'après le théorème il existe, soit vous trouvez sa valeur, d'accord? Bien. Alors dans notre cas, alors j'étais où? J'étais avec ici. Donc, si vous remarquez ici, et ceci pour tout n. Lorsque je suis ici, pour tout n, il est dans l'hypothèse ou dans la conclusion? Conclu. Cette propriété, vous l'avez dans l'hypothèse ou dans la conclusion? Dans la Lorsque je suis conclusion. là, je voudrais montrer le Dans la petit b. conclusion. Il faut le montrer, donc c'est dans la conclusion, d'accord? Ici, il est dans la conclusion. Mais lorsque je suis ici, j'ai déjà montré ça. Ça veut dire ça, je Donc, l'ai. elle est Ça parmi devient les dans l'hypothèse. hypothèses. Vous avez compris? Lorsque Oui. je suis ici, cette propriété, elle devient comme une donnée. Je l'ai. J'ai que quel que soit n, etc. Puisque j'ai quel que soit n, eh bien, pensez à donner à n une valeur. C'est d'accord? Donc, je ne vais pas plus loin. Je vous laisse réfléchir pour la suite. D'accord? Donc, on a travaillé il reste notre page. Je vais avoir notre page. Voilà. Oui. Alors, maintenant, c'est autre chose. C'est aussi une limite. Mais bon, on vous demande on vous dit quand même utiliser la fonction f de x égale exponentielle x, d'accord? Mais pour calculer cette limite. Pareil, c'est la même idée qui se répète deux fois. À votre avis, qu'est-ce que je vais utiliser ici?
Madame, la somme, c'est expo de x, non? Comment? Cette somme de k égale à 0 à n de 1 sur k factoriel, c'est expo de x. C'est égal à exponentielle x? Alors qu'il n'y a pas de x ici? C'est d'accord? C'est un peu bizarre que il n'y a pas de x il n'y a pas de x ici pour me dire que c'est exponentielle x. Non, c'est pas le résultat, madame. D'après la D'accord. question qu'on a déjà vue, on a vu que la somme de k égale à 0 à n, 1 sur factoriel k, c'est expo. Il y a une relation entre l'expo de Il y a x une relation. supérieur. Oui, oui, il y a une relation. Et, en fait, dites-moi seulement qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est une partie du cours qu'on va utiliser. Quelle partie? Parce que vous voyez, surtout dans ce cas-là, vous voyez 1 sur factoriel k. Il y a bien une formule où vous avez les 1 sur factoriel. C'est quelle formule? De Taylor. De Taylor. Donc ici, on va utiliser la formule de Taylor. Alors, même chose. Formule de Taylor. Dès qu'on dit formule de Taylor, les 4 à trouver. La fonction, le b, le a et le n. D'accord? La fonction est déjà donnée. Donc, en fait, ici, la fonction, on vous la donne déjà. D'accord? Donc, maintenant, c'est à vous de trouver le b, le a et à quel ordre on va aller, le n. C'est pareil pour la deuxième fonction. Vous avez déjà la fonction, c'est la formule de Taylor, vous avez déjà la fonction. Et donc, c'est à vous de dire, voilà, je vais prendre b égale a égale, et je vais aller jusqu'à l'ordre n. D'accord? Et vous allez justement voir que cette formule de Taylor vous permet justement de calculer ces limites. Donc, c'est une limite de suite. C'est une certaine suite, bien sûr, particulière, qui est relative à l'écriture de la formule de Taylor pour une certaine fonction, mais c'est une limite d'une suite. D'accord? Donc voilà, le devoir, c'est beaucoup plus sur la dernière partie, puisqu'on va aborder après la formule de Taylor, les autres en fait, formules de Taylor. Mais au moins, la partie que vous avez vue dans le cours, ça concerne justement ce devoir-là. Pour la suite, vous aurez justement la série et le devoir. Ils sont prêts, on attend juste que le cours commence pour qu'on commence justement le développement limité avec les autres formules. D'accord? Donc, si vous avez d'autres questions, je suis prête à vous répondre. Sinon, donc, on va s'arrêter maintenant. Vous avez d'autres questions? Madame, j'ai pas compris comment on va déterminer l'ordre n. Dans ce cas-là, Dans quel cas? En général. est-ce que dans ce cas-là, vous parlez ou dans les autres? Dans les autres cas, madame. J'ai Dans pas les autres compris. cas. Mhm. OK. En général. En général, oui. Euh, alors, par exemple, dans l'exercice numéro 2, d'accord? Dans l'exercice numéro 2, il y a la formule, il va y avoir la formule de Taylor. D'accord. Là, vous voyez que vous avez sinus x, d'accord, moins, vous avez le x, vous avez x3 sur factoriel 3. Là, si vous voyez, ça c'est x5 sur factoriel 5, 120. Maintenant, pour le n, par exemple ici, il faudrait commencer à avoir.
Parce que vous avez le x5, d'accord? Vous avez une valeur absolue et puis inférieure à x5. En principe, le x5 va correspondre à l'erreur, au reste. Donc, n plus 1 égale 5, c'est-à-dire n égale 4. D'accord? Dans cette écriture-là. Parce que vous avez, généralement, vous avez f de b égale donc f de a plus b moins a, etc. Jusqu'à plus b moins a à la puissance n sur factoriel n, la dérivée nème au point a, plus le reste qui est b moins a à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, la dérivée, je n'ai pas de place. Attends. Je vais écrire plus le reste, comme ça. Je vais écrire plus le reste. D'accord? Alors, lorsque j'applique la formule de Taylor, il y a deux manières de l'appliquer. Soit de dire la valeur approchée et le reste et l'erreur. Donc, j'avais dit que ceci, c'est la valeur approchée et le reste, ça me donne l'erreur. D'accord? Ça, si la question, c'est valeur approchée et reste. Maintenant, si c'est un encadrement, si c'est un encadrement, surtout si c'est avec une valeur absolue, eh bien, généralement, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir que vous allez avoir que f de b moins... Ah oui, pardon. Hop. Que f de b moins, et puis vous avez toute cette valeur-là, f de a, etc. En valeur absolue, c'est égal à quoi? C'est égal à la valeur absolue du reste. D'accord? Qui peut être inférieure à une certaine valeur. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, en principe, lorsque vous voyez valeur absolue, pardon, je crois que je vais prendre une feuille blanche pour ne pas vous brouiller. Je vais prendre une feuille blanche. C'est mieux. Je vais écrire sur le... Lorsqu'on vous demande de montrer que la valeur absolue d'une certaine fonction f de x moins inférieure à, eh bien, ça peut être justement là, ou f de b moins, d'accord, ou f de x pour b égale x. On utilise la formule de Taylor. Donc, f de b égale f de a plus b moins a f' de a, etc. Plus jusqu'à plus b moins a à la puissance n, la dérivée nème au point a sur factoriel n. D'accord? Plus le reste qui est b moins a à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, la dérivée n plus unième au point c. Enfin, il existe c compris entre a et b tel que. Lorsque vous avez la valeur absolue comme ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, on va utiliser en fait la formule de Taylor de cette manière-là. F de b moins c'est bien égal à ça. D'accord? Donc, cette partie-là, ça correspond à ce que j'ai ici. Inférieur à, cette partie-là, ça correspond au reste. D'accord? Donc, lorsque vous avez x5 sur factoriel 5,
eh ben, n plus 1 est égal à 5. C'est d'accord? Donc, pour la valeur rapprochée et l'erreur, c'est ça la valeur rapprochée. C'est ça la valeur rapprochée. D'accord? Et l'erreur, en valeur absolue, c'est ça. Mais généralement, on donne une erreur inférieure à 1. Donc, on prend la valeur absolue, on dit que c'est inférieur à une certaine valeur. Si c'est un encadrement, l'encadrement, il est donné généralement de cette manière-là. C'est f de b moins la valeur approchée, c'est ça, inférieur au reste. Donc, en fait, ce que vous avez ici, c'est la valeur approchée. Et ce que vous avez ici, c'est le reste. Et qui est l'erreur? Donc là, vous pouvez jongler soit d'une certaine écriture à une autre. D'accord? Donc, cette écriture-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la valeur approchée. Et ça va vous donner en fait l'erreur. Donc, ici, par exemple, ici, c'est ça. Ça, c'est le reste. Donc, n plus 1 est égal à... c'est ça le reste. Donc, n plus 1 est égal à 5, ça veut dire n égale 4. Pour ici, pour la deuxième, on a dit que le reste, il est donné justement pas le reste, le n, il est donné par l'erreur. Vous avez 10 moins 7. Donc ici, il faut d'abord dire c'est quoi le b, c'est quoi le a, pour trouver b moins 1 à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Par exemple ici, je ne veux pas, essayer quand même de le travailler, je ne veux pas tout vous donner. Ici, voilà, vous voyez, x moins x carré sur 2, x moins x carré sur 2. Et là où il y a l'encadrement, c'est l'encadrement du reste. Donc, n est égal à 2 dans ce cas-là. Vous voyez, x moins x carré sur 2, x moins x carré sur 2. Et là, vous avez un encadrement. Là, c'est l'encadrement du reste. Donc, là, vous avez n égale 2. J'ai répondu à votre question? Oui, madame, claire, merci. Mais en fait, ce qu'il faut faire maintenant, vraiment, je vous le demande, essayez de le faire. C'est essayer de faire le devoir et vous me l'envoyez soit sur Moodle, soit par mail. Je vous le corrige. Si pour quelqu'un, je n'ai pas répondu, réenvoyez une deuxième fois. C'est juste, des fois, je peux oublier. Donc, faites-le une deuxième fois. Comme je reçois beaucoup de mails, c'est pareil pour les vidéos. Ben, j'essaie de donner à tout le monde l'autorisation. Si par erreur, je n'ai pas donné l'autorisation à quelqu'un, vous pouvez me le demander. Mais entre parenthèses, ne le demandez pas en même temps 3 fois ou 4 fois. Parce que des fois, je ne fais pas attention au nom. Après, je me rends compte que j'ai fait 3 fois, j'ai donné l'autorisation 3 fois de suite pour la même personne. Ce n'est pas la peine de le faire. Mais si vous l'avez demandé après 1 jour, 2 jours, vous voyez que je ne vous ai pas donné l'autorisation, vous pouvez bien sûr le redemander une deuxième fois. Ça marche? Voilà. Je crois que on va s'arrêter ici. On a quand même décortiqué les difficultés. Qu'est-ce que je vais utiliser, etc. Mais ce serait une très bonne chose. Vraiment, je vous demande de le faire. Vous pouvez aussi, si vous travaillez ensemble en groupe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'envoyer un devoir où il y a 3 noms, 4 noms, ce n'est pas un problème. D'accord? L'essentiel, c'est essayer de le travailler, travailler vous-même, travailler en groupe, comme vous voulez. Et quelqu'un m'envoie, je vous le corrige. C'est bon? On s'arrête? Bien. Donc, oui, alors, pour le lundi prochain, il y a encore le mois de Ramadan.
Je crois que normalement, les TD commencent à... je vais voir avec votre prof d'algèbre. Est-ce qu'elle vous a donné mardi, elle ne prend plus le lundi ou c'est une autre personne le mardi que vous avez? Madame, le mardi, on a une séance sur WhatsApp de TD, d'algèbre 3. Ah, vous avez les TD, d'accord, ok. Donc, je vais voir avec, votre prof d'algèbre si elle va prendre la séance à 10h30. Alors, c'était. Si elle va prendre la séance alors le lundi. Le lundi, je vous prenais à quelle heure? À 9h? 9h30? Je ne me rappelle plus. À 9h30 peut-être. Je vais voir avec votre prof d'algèbre et je vous envoie sur Moodle l'horaire pour ce lundi. Sinon, après, si elle va prendre la séance, si elle va faire le live, je vais vous prendre à 8h30. Mais si elle ne va pas le faire, je préfère 10h30. D'accord? Donc, vous voyez sur Moodle, je vous enverrai l'horaire pour le cours. Voilà. Bien, bon travail, bon courage et